Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, on va recevoir Virginie, alias Docteur du Cœur, sur Instagram. On va parler notamment de sa spécialité de la cardiologie, des principales pathologies auxquelles elle fait face, de l'impact de notre mode de vie sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, que ce soit le cholestérol, le diabète, l'hypertension, de comment toi, à ton niveau, tu vas pouvoir mettre en place certaines choses dans ton quotidien qui vont améliorer la santé cardiovasculaire, et également du rôle de la santé et également du rôle de l'activité physique sur ta santé cardiaque. À la fin de l'épisode, on parlera aussi brièvement de ce qu'on peut mettre en place en tant que parent pour donner les meilleures prédispositions à nos enfants en termes de santé cardiovasculaire. Et on parlera aussi quelque chose qui est souvent beaucoup trop négligé, qu'on oublie ou qu'on pense pas forcément intégrer à notre quotidien, mais qui pourtant a tout un tas de bénéfices sur notre santé au global. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Sur ce, je te laisse sans plus tarder avec notre discussion. Virginie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Au plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne directement. On va parler du cœur, de la santé liée à cet organe qui est vraiment précieux. Pour que les gens comprennent un peu pourquoi je t'ai invité et pourquoi je dis que c'est un sujet qui te concerne directement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis docteur Virginie Marchal, je suis cardiologue libérale, donc installée dans mon cabinet à Aix-en-Provence. Super. Bon, cardiologue libéral, c'est quoi du coup? C'est quoi ton quotidien? Quels patients tu vois? Donc, cardiologue libéral, ça va être a priori tout ce qui relève pas de l'urgence vitale, théoriquement, puisque l'urgence vitale n'a qu'un seul lieu, c'est les urgences, c'est le SAMU, le 15. Après, on ne sait pas toujours quand on a une urgence vitale, mais voilà, quand on y pense, vraiment le réflexe c'est le 15, il n'y a pas d'autre réflexe. Quand on ne pense pas que c'est urgent, à la seconde, effectivement, ça peut être bien de consulter un cardiologue quand on a des symptômes, comme, essoufflement, palpitations, des douleurs, mais des petites douleurs traînantes, pas la grosse douleur, thoracique, ou, malaise, syncope, des choses comme ça. Ça peut Ok. être bien aussi de consulter quand on a juste des facteurs de risque cardiovasculaire, même sans symptômes, comme de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, les antécédents familiaux, obésité, tabac, voilà. Et puis, ça peut être bien de consulter tout court parce que on peut être malade sans le savoir, sans facteur de risque connu. Un dépistage au moins une fois, ça permet déjà de poser les bases. Ok, intéressant. Tu vois, j'avais pas cette notion de s'il y a rien, consulter quand même. Bah, À partir d'un certain âge, à partir de. en fait, c'est-à-dire qu'il y a pas de recommandation officielle. Que qui dit dépistage dit coût pour la société, sauf chez moi parce que je suis en secteur 3. Et donc en fait tout ce qui coûte à la société, il faut qu'il y ait un bénéfice derrière. Il faut qu'il y ait un gain en termes de vie sauvée. Donc c'est difficile à évaluer d'aller faire un dépistage chez tout le monde de façon systématique, ça coûterait très cher. La rentabilité, elle va être difficile à évaluer à court terme parce que des fois on va déceler une anomalie qui sera à suivre sur toute la vie, qui aura peut-être été décelée plus tard ou peut-être pas. Donc après, voilà, moi en tant que cardiologue, je me rends compte régulièrement que à l'occasion de symptômes qui finalement n'ont rien à voir, on découvre un autre problème qui lui est asymptomatique et c'est celui-là qu'on va suivre et pour lequel on va engager éventuellement des traitements. Ok, ça roule. Si on veut faire un dépistage, que ce soit par toi qui est en secteur 3 ou c'est possible de le faire aussi en étant remboursé. Tu demandes à ton médecin ou tu prends Écoute, en directement un pratique, je rendez-vous? ne sais pas parce que C'est vrai? je n'ai jamais compris, Ok. comme beaucoup de médecins, les codes de la Sécu. Ok. Donc moi j'ai quitté la Sécu, donc voilà, je me pose plus ce genre de questions. Après en pratique, te dire oui c'est remboursé, oui non, franchement en fait en vrai, je ne C'est sais pas. pas. Bon, c'était juste par curiosité, mais c'est vrai que c'est important et comme tu le dis, il y a cette notion de rentabilité sur la santé enfin, actuellement. Et c'est déjà très bien qu'il y ait tous ces remboursements une fois qu'il y a des choses qui soient dépistées. Mais c'est vrai que du coup, ça laisse un peu la responsabilité du patient en dehors de ses mains. Il se dit que de toute façon, s'il lui arrive quelque chose, il va être remboursé. Il n'y a pas forcément les automatismes de prendre les devants, d'investir dans des bilans et dans C'est des check-ups. tout ce qu'on va discuter, voilà, aussi tous les deux autour du sport, c'est que prendre soin de soi, c'est tous les jours. C'est depuis l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre aux enfants. Il faut s'occuper de soi-même. Il faut pas attendre que les autres viennent nous chercher
pour nous faire des dépistages, pour nous faire avoir une bonne hygiène de vie, il faut qu'on s'occupe nous-mêmes, qu'on soit responsabilisés en fait. Et investir dans sa santé avant d'être malade, d'autant plus avec d'autres médecins comme moi qui vont plus être remboursés, ça va être très rentable. Parce que oui, ça va prendre du temps, il faut peut-être s'inscrire à une salle de sport, il faut prendre du temps, donc c'est du temps, on ne fait pas autre chose pour faire le sport. Oui, il va falloir peut-être investir un peu plus pour manger des bons produits sains, etc. Mais la rentabilité, elle sera derrière parce que si on n'est pas malade, ben, on aura moins de rendez-vous médicaux, moins de temps passé, de demi-journée, de déplacement, de perte de travail, etc. pour se faire soigner. Bon, évidemment, moins de décès aussi accessoirement. Mais c'est quelque chose qui se travaille tout de suite. Il n'y a rien à attendre, il n'y a pas d'âge à attendre. C'est tout de suite, tout le temps, tout le monde. Et ça marche Ouais, pour non, ouais, toutes je les suis maladies. entièrement d'accord et même pour, tout ce qui est question de temps, c'est vrai qu'on a l'impression de pas avoir le temps dans notre journée, mais en soi, c'est un temps investi parce que ce temps, tu le récupères en années de vie en bonne Ouais. santé et je Et moi, pense que c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, vous n'avez pas le temps, mais vous croyez que quand vous aurez un infarctus, on va vous donner du temps? C'est juste que quand vous serez malade, vous n'aurez plus le choix. Il faudra que vous preniez le temps de vous soigner, de courir les médecins. Nous, on est médecins, mais on sait comment ça se passe du côté patient. C'est-à-dire qu'il faut prendre une demi-journée parce qu'il faut aller au rendez-vous, faut trouver la place, faut arriver avant l'heure, mais on a des grandes chances d'être pris après l'heure. Et puis, combien de temps ça va durer, etc. À chaque fois, c'est une demi-journée de bloqué, plus la fatigue qui va avec. Donc, oui, franchement, il vaut mieux prendre ce temps pour ne pas être malade que de le prendre de toute façon, mais après la maladie. ouais, c'est clair. Puis de toute façon, c'est pas qu'une question de temps. Je veux dire, tu as tellement de bénéfices annexes à prendre soin de ta santé, que ce soit sur ton énergie, ta productivité. Enfin bref, c'est pas le sujet forcément, mais je veux dire, il n'y a pas que juste un investissement en temps. C'est vraiment une base pour moi et je pense que là-dessus, tu me rejoins. Mais si on revient un peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans cette spécialité-là? Alors moi, c'était plutôt un choix de raison. C'est-à-dire, c'était un compromis entre, ce que je voulais pas faire, Ok. voilà, entre, les pathologies étaient intéressantes parce que, ça touche tout le monde justement, ça touche tout le monde, à tous les âges, aussi bien des gens qui vont bien, qui se plaignent de rien, que des gens qui sont en très mauvaise santé, justement, quand on est à l'hôpital ou entre la vie et la mort, avec tout ce qui va être aussi réanimation, etc. C'est ce qui me plaisait à la base, mais finalement, non, je préfère les gens qui vont bien. Et puis aussi le compromis sur la liberté, justement, d'exercer, d'installation. Et je regrette pas, en plus, aujourd'hui, maintenant que je suis en secteur 3, de pouvoir être libérée de la sécurité sociale, d'avoir une autonomie qui, pour moi, en tant que médecin, est importante et essentielle à l'indépendance de ma mission. Ok, ok, très clair. Euh, je comprends un peu mieux le cheminement du coup. Et selon toi, qu'est-ce que bon, tu travailles plutôt avec des personnes en bonne santé ou qui sont pas encore dans la phase aiguë, comme tu m'as expliqué juste avant. C'est quoi les principales pathologies que tu vas rencontrer dans ton quotidien? Si tu dois faire un état des lieux de la population reflété par ce que tu vois, ça serait quoi les principales pathologies selon toi? L'hypertension artérielle, Hypertension? vraiment de très loin, concerne énormément de monde. Et surtout, ce qui est effarant, c'est que vu la quantité de monde que ça concerne, que les gens n'ont l'air jamais au courant, en fait. Que ça risque de leur arriver, que ça se dépiste avec, un tensiomètre, Tensiomètre? qu'il y a pas de symptômes dans la plupart des cas et qu'en fait, il faut prendre sa tension. Alors oui, il y en a qui vont chez le médecin traitant, les femmes sont souvent suivies par le gynéco, mais pas toujours. Les hommes, eux, ils ont pas ce suivi, donc finalement, ça va souvent être diagnostiqué plus tard et comme il y a pas de symptômes, ceux qui ne vont jamais chez le médecin, et ben, ils risquent de jamais le savoir ou Ok. le savoir à un stade très, très avancé, voire à la complication. Ok. Et s'il n'y a pas de symptômes, c'est quoi la dangerosité Alors, bah, tant qu'il y a pas de symptômes, souvent il y a pas de risque aigu. Le problème, c'est qu'à un moment, cette hypertension qui traîne, elle va provoquer l'infarctus, elle va provoquer l'AVC, elle va provoquer la rupture d'anévrisme cardiaque ou cérébral, elle va provoquer l'insuffisance cardiaque, et donc c'est quelque chose qui aurait pu être prévenu bien en amont, en fait. Ok, ouais. Forcément, si tu vas régulièrement chez le médecin, c'est la première chose qu'il te fait. En plus, il te met le brassard euh, pour checker un peu la tension. Ok, donc l'hypertension, tu le classerais en premier. Et ça En vient premier d'où? parce que c'est hyper fréquent, Ouais. que du coup, ça concerne énormément de monde, et en plus, c'est quand même assez facile à diagnostiquer, ce qui rend quand même le truc encore plus rageant, quoi. Ça marche je vois ça un peu des fois dans les rayons des brassards sur lesquels tu prends ta tension tout seul. Ça marche ou pas ça? Les cuffless, tu veux dire les bracelets? Non, des fois, ouais, tu vois, par exemple, quand tu vas dans des magasins de sport ou même sur Internet, enfin, tu sais, des brassards où ça va te donner ta Théoriquement, tension. le brassard à tension donne la tension, oui.
Ok, mais je veux dire, c'est au pas, bras, il au faut pas bras, au poignet. forcément un brassard spécialisé. Ah non, C'est pas. ça coûte 30 €, hein. Ok. Donc ça peut même être intéressant d'investir dans ça et ponctuellement, même avec ses proches, Oui. regarder un peu pour Oui, éviter. je pense que ça peut être bien de se faire des tournées de jeu, prendre sa tension. Il faut y penser à chaque fois qu'on va pas bien, à chaque fois qu'on est fatigué, qu'on a des palpitations, qu'on a, je sais pas, qu'on a mal dormi. À chaque fois qu'il y a un petit truc qui sort de l'ordinaire, un petit malaise, et cetera, faut pas hésiter à se prendre la tension, c'est quand même déjà un bon début. Ok. Et tu fais quoi avec ce chiffre? Tu dis qu'il faut pas hésiter à prendre l'attention, donc tu la prends. T'as un Et ben nous, chiffre ça qui va s'affiche. surtout nous intéresser, c'est les hautes. Ok. Donc c'est la tension haute, forcément l'hypertension. Et donc ça, les symptômes, ça reste quand même la fatigue ou justement pas du tout? Ça dépend des gens. Il y a des gens, la majorité n'ont pas de symptômes. Certains vont être, au contraire assez sensibles et à la moindre hausse de tension, ils vont avoir mal à la tête, ou des sensations de vertige, perte d'équilibre. Certains vont avoir des oppressions thoraciques ou des palpitations. Voilà, ça Et c'est le pour les fait petits d'avoir. symptômes, hein. Ok, ouais, et le fait d'avoir une tension qui monte comme ça de temps en temps, j'imagine que c'est pas grave tant que c'est ponctuel. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est régulier tout le temps et que ça redescend pas. La norme est haute, c'est ça? La définition de l'hypertension à la maison en automesure tensionnelle, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre la tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite. Et donc si la moyenne de ces tensions dépasse 135 pour le premier chiffre, la systolique, et 85 pour le deuxième chiffre, c'est une hypertension artérielle. Ok, ok. Et c'est quoi la prévention de comment t'arrives en hypertension et comment ne pas arriver en hypertension, si je vulgarise un peu les Il questions? y a quand même beaucoup de génétique. Ouais, ok. Il y a quand même une part qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, il y a l'hygiène de vie, le sport, mais il va y avoir aussi beaucoup l'alimentation salée. Le sel, ça fait monter la tension et on mange quasiment tous trop salé parce qu'en fait, les plats préparés sont déjà salés. Il y en a beaucoup qui ont tendance à ressaler avant même d'avoir goûté, et il y a beaucoup de sel caché. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le sel en soi, c'est pas l'ennemi, c'est plutôt tous les aliments ultra transformés qui sont sursalés. C'est ça. Donc voilà, donc le sel, la réglisse, les bonbons de réglisse, tout ça, ça fait monter la tension. C'est vrai? C'est rare parce que voilà, mais chez ceux qui vont aimer, qui vont consommer beaucoup, ça peut, voilà, faire monter la tension. Ensuite, il y a des médicaments comme les anti-inflammatoires qui vont faire monter la tension, l'alcool et puis, bon voilà, en gros, c'est surtout ça. C'est pas grand-chose, mais ça concerne déjà beaucoup de monde. Donc il y a des choses qui sont peut-être ponctuelles. Tu dis les bonbons à la réglisse, si t'en manges pas toujours. Anti-inflammatoire, même si je déconseille la prise, si t'en prends de temps en temps, c'est pas ça qui va instaurer un palier haut. Mais ce que tu disais, l'alcool, l'alimentation et le manque de sport, c'est peut-être les trois facteurs qui vont faire que quotidiennement, si tu bois plusieurs fois par semaine, si tu fais pas de sport, que tu manges mal, c'est ça qui instaure une hypertension. Bah, le problème, c'est que si tu as dans ton équilibre, effectivement, le facteur génétique et le sel, et cetera, tu vas avoir une hypertension. Et le problème, c'est que si tu rajoutes un de ces facteurs, tu vas avoir des poussées tensionnelles. Ou même si tu te mets en colère, ce qui est normal, hein, ta tension va monter. Si tu fais du sport très intensif, ta tension va monter, ce qui est normal. Mais si tu montes ta tension sur un régime qui est normal, tu arrives là. Si de base, tu es là, tu la montes là-haut, en fait. Oui, ok. Et là, il y a un risque, en fait. Parce que quand on atteint 18, 20, 22 de tension, là, forcément, il y a beaucoup plus de risques de rupture de plaques de cholestérol ou de rupture de vaisseaux. Ok, ok. Donc, c'est plus clair, ça permet déjà. C'est vrai qu'on entend souvent le fait un tel a fait un AVC, c'est vraiment pas de chance, c'est survenu comme ça du jour au lendemain. Voilà, Mais en fait, l'événement aigu survient spontanément, mais c'est c'est ça. tout un processus qui est mis en place depuis longtemps et qui aurait pu être dépisté ultra facilement du coup, parce que c'est pas, là, tu ne demandes pas d'aller faire un test d'effort dans un labo ou faire peu importe, c'est juste une prise de tension. Bah, c'est-à-dire que c'est toujours difficile de refaire l'histoire a posteriori. L'idée, c'est pas de culpabiliser les gens en disant vous auriez dû, on aurait vu. Non, des fois, on voit rien. Oui, oui, bien sûr. L'idée, c'est de se dire que souvent, par exemple, on estime que dans les morts subites au sport, on estime que dans 50% des cas, il y avait des symptômes les jours d'avant. Par exemple, des fois, voilà, on a des symptômes avant-coureurs, et puis effectivement, quand on a une hypertension qui n'est pas traitée, on le sait, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc effectivement, ça sort pas de nulle part. Voilà. Après, il y a aussi plein de gens qui ont l'hypertension qui feront jamais d'infarctus, et tant mieux. Puis il y a des gens qui font un infarctus qui n'ont pas d'hypertension et aucun facteur de risque. C'est pas tout noir, tout blanc. Mais oui, avoir des facteurs de risque et pas les traiter, c'est forcément augmenter son risque d'avoir un événement cardiovasculaire grave. Et donc c'est dommage parce que c'est facile de dépister. Le cholestérol, c'est une prise de sang. L'hypertension, c'est le brassard à tension. Le diabète, c'est une prise de sang. Bon, le tabac, en général, on sait quand on fume.
Donc en fait, c'est plein de choses qui sont assez faciles à évaluer Ok, ouais. à la Tu- base. C'est Après, vrai. tu as C'est vrai que c'est facile. La prise de sang, néanmoins, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui font des prises de sang régulièrement parce que dans l'idée, jusqu'ici tout va bien. Il n'y a pas de raison d'aller faire un check-up. Je me sens bien, tu vois. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se disent et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'anticipation. Tu il parles faut de. ouais. En fait, il faut savoir quand même que, par exemple, l'hypercholestérolémie génétique familiale, elle arrive dès l'adolescence. Donc, déjà, on sait si on a des chances de l'avoir ou pas. Sur une prise de sang très jeune, on peut voir s'il y a déjà une anomalie. Donc, si on est déjà classé avec une hypercholestérolémie génétique ou pas. Après, on peut avoir une hypercholestérolémie tout court qui va souvent être, il y a une base génétique et puis il y a l'alimentation et le taux qu'on a. Et c'est évident qu'en vieillissant, le risque pour un même taux de cholestérol, ça va pas être le même risque à 20 ans qu'à 30 ou 40 parce qu'il y a toutes les années qui ont pu accumuler les plaques de cholestérol, etc. Mais on peut faire des événements très jeunes, malheureusement. Ouais. Ok. Et puis, de plus en plus, on se rend compte que prendre en charge et traiter les gens tôt, les facteurs de risque cardiovasculaire tôt et les traiter bien, évite tous ces événements cardiovasculaires plus tard. Ok. Ok. Super intéressant. On a parlé de cholestérol, tu as parlé aussi justement on a parlé d'hypertension, tu as parlé justement de cholestérol. Là, on arrive sur le sujet. Et c'est vrai que tout ce que tu cites depuis le début, c'est tout ce qui est analysé comme facteur de mortalité dans les études, etc. C'est cholestérol, hypertension, diabète. Donc là, c'est trois choses qui sont vraiment, c'est pas à prendre à la légère, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas, wow, de toute façon, l'hypertension, j'ai autant d'amis qui en font, cholestérol, j'ai ma famille, enfin bref. C'est pas parce qu'il y en a autour de nous et des personnes qui en ont et qui ont l'air de se porter bien que c'est pas ultra important de s'en préoccuper. Justement, le cholestérol, je pense qu'il y a pas mal de fausses d'idées reçues ou de mauvaises compréhensions du cholestérol, notamment sur comment forcément éviter de faire du cholestérol. Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le cholestérol dans ta pratique? Donc, le cholestérol, c'est des molécules de gras, enfin, les LDL, c'est transporteurs du cholestérol, les molécules. Donc, il y a le LDL, dit le mauvais cholestérol, et le HDL, dit le bon cholestérol, qui vont être synthétisés par le foie. Et en fait, ces molécules, à 70% de la production, c'est la génétique. Et 30% à peu près, c'est la part alimentaire. Sachant qu'on en a besoin parce que c'est des précurseurs de nos hormones, c'est les composants de nos membranes cellulaires, donc on en a besoin du cholestérol. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on en a, puisque le corps est globalement bien fait. Mais le problème, c'est quand on en a trop, c'est que d'une part, il y a trop de mauvais cholestérol qui circule, et d'autre part, c'est qu'il va être oxydé, il va passer dans la paroi des vaisseaux, et là, ensuite, il va former de la plaque de cholestérol. Il va être dégradé, enfin, en différentes cellules, un peu déchets, fibrose, etc. Ça va former de la plaque. C'est pas LDL, ça veut dire quoi? C'est low density, c'est ça? Ouais, et c'est du coup, il est lourd, il circule mal et il stagne en fait dans les artères ou c'est ça? Alors franchement, là, je ne peux pas te dire la physiopathe, là, comme ça, précise en tête, Ok, 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 pas de souci, je l'ai pas de souci. De pas. toute façon, t'as le schéma, Enfin, on arrive bien à t'aurais se. dû me dire, j'aurais révisé. Mais bon, voilà. En gros, moi, voilà. Ce qui est important de savoir, j'ai envie de dire, bon, si les gens qui ont envie de faire de la physiopathologie, c'est assez simple de voir d'où ça vient, etc., Oui, bien comment sûr. ça se passe. Ceux qui ont vraiment besoin de comprendre, c'est bien. L'idée globale, c'est de dire, on en a tous, qu'il y a 70% de ce qui est synthétisé, c'est génétique, donc on ne pourra pas lutter contre ça, ou pas naturellement en tout cas, et que 30% c'est l'alimentation, mais qu'au-delà du taux, il y a aussi l'inflammation du corps qui va faire que ce taux circulant, parce que tant que ça circule, entre guillemets, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est quand ça passe là. D'accord, ça stagne, quoi. Voilà, quand ça s'oxyde. Et donc, du coup, ce phénomène de passer dans la paroi et de s'oxyder, c'est quand même beaucoup lié à l'inflammation. Et l'inflammation, elle-même, elle dépend de notre hygiène de vie et de nos facteurs de risque cardiovasculaire. Ok. Quand Voilà, tu- parce que l'hypertension, ça favorise l'inflammation, ça favorise les lésions au niveau des plaques et le passage. Le tabac, l'absence de sport, Ok, donc ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire quand tu dis 70% génétique et 30% alimentaire. Il y a quand même la part au mode de vie dans tout ça. Et du coup, c'est dans les 30%, c'est dans. Oui, oui, c'est dans les Ouais, ok. 30%. Mais après, voilà, ce que je dis, c'est que même au-delà de... Il y a des gens qui ont un cholestérol pas très élevé et pourtant qui ont énormément de plaques. Donc il y a quand même vraiment le phénomène d'oxydation
qui Oui, parce qui que ce qui est est important, c'est aussi le ratio. J'entends souvent des personnes qui disent: «J'ai plus de cholestérol depuis que je mange mieux», mais en fait, c'est parce qu'elles mangent plus d'acides gras, elles mangent globalement une alimentation plus variée et de meilleure qualité. Mais du coup, c'est pas grave d'avoir plus de cholestérol tant que le ratio entre le LDL et le HDL est toujours, bon, c'est ça? le problème, c'est de quoi on parle quand on dit cholestérol? Ouais. Est-ce qu'on parle du LDL, du HDL, des Bah, c'est ça et en triglycérides, fait, des c'est je VLDL? pense le plus gros, la plus grosse incompréhension quand on parle de cholestérol. On dit: «Ah tiens, ça dans les œufs, ça va apporter du cholestérol, je prends ça», enfin et il y a une grosse incompréhension autour de ça, je pense, qui fait qu'on vulgarise trop, et qu'on arrive mal à le comprendre. Mais là, dans ce que je te disais, c'est je prenais volontairement la déformation qu'on entend souvent: «J'ai plus de cholestérol, c'est pas bon». Alors qu'en réalité, comme tu l'expliques, c'est pas forcément le cholestérol en soi, c'est le LDL, et le ratio, c'est ça? Bah, c'est le LDL qui est le mauvais, qui est pour l'instant le seul sur lequel on a la main, en termes thérapeutiques de traitement. Le HDL, c'est le bon. Donc effectivement, c'est censé avant on estimait que c'était un facteur protecteur, maintenant on a plutôt l'impression que c'est une espèce de neutralité. Mais c'est pareil, ça c'est des choses qui évoluent à chaque étude, on en apprend, des nouvelles, donc pour moi, il y a pas de vérité absolue. L'état des connaissances actuelles, c'est que le LDL, c'est quand même celui qui va s'oxyder et faire la plaque. Le HDL, c'est plutôt celui qui va, évacuer le cholestérol et donc, c'est plutôt le bon, le gentil et en tout cas, c'est pas lui qui fait la plaque, au contraire, il va plutôt aller enlever le trop plein et ensuite, il y a quand même le gros paramètre inflammation qui, lui, ne dépend pas du taux, mais vraiment de Du mode de vie. l'état général de ton corps. OK. Voilà, et que donc, il ne faut pas se concentrer que sur un taux, il faut se concentrer sur une hygiène de vie globale. Et ça, finalement, c'est la même chose, c'est la même hygiène de vie globale qui va et permettre de baisser l'inflammation et permettre de baisser le taux de LDL circulant. OK. Moi, je pense que c'est clair pour tout le monde. Quand tu parles d'hygiène de vie globale, est-ce que toi, tu as des choses qui te viennent en tête comme ça ou quand tu vois chez tes proches, vraiment des choses sur lesquelles tu vas les alerter, tu vois, tu peux pas t'empêcher de leur dire: «Bon, attention quand même, là, ça, c'est pas ouf». On a tous des petites déformations, pas des déformations, mais des prévalences en fonction de nos métiers et de ce sur quoi on se spécialise, qui nous font remarquer des petites choses qu'on peut changer super facilement et qui ont quand même un gros impact. Est-ce que tu vois ça dans ton quotidien en tant que cardiologue? Alors, oui, oui, après moi j'ai toujours été très sensibilisée à la prévention. J'imagine aussi peut-être c'est pas pour rien que je suis devenue non plus cardiologue, mais, bah, par exemple si quelqu'un passe à mon cabinet, même pour lui montrer, bah, souvent je vais lui prendre l'attention. Un peu à la sauvage comme ça, mais parce que toutes les occasions sont bonnes de vérifier. Voilà, parce que les gens, ils disent tous: «Non, elle est normale», mais en fait, quand tu leur demandes combien, personne ne sait te dire c'est combien. Et puis normal, chez les gens, ça veut dire plein de choses très différentes. Moi, déjà, je ne crois que ce que je vois en tant que médecin, donc je veux de la preuve. Et ensuite, pour ce qui est de l'hygiène de vie globale, bah, c'est les 4 piliers, hein, qui sont valables pour toutes les pathologies, pour tout le monde, à tout âge. C'est bien dormir, bien manger, équilibré, varié, avec, une provenance, si possible, la moins toxique possible. Ça va être, faire du sport régulièrement et dans la semaine et dans la fréquence et sur toute la durée de la vie. Et puis, voilà, gérer son stress parce que, les gens sont quand même globalement très stressés. Le stress, on sait que ça crée de l'inflammation. Ça favorise aussi, la mauvaise hygiène de vie avec, les comportements à risque, donc le tabagisme, l'alcoolisme, la consommation de drogue, la malbouffe, la sédentarité. Donc c'est quand même un cercle vicieux. Et donc du coup, ces 4 piliers-là, c'est des choses assez simples, assez basiques, mais qui sont indispensables. C'est du quotidien, c'est un travail quotidien, mais c'est la base. Ouais, bon là-dessus je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment les choses sur lesquelles, essayer de s'améliorer, tout le temps, il y a toujours possibilité de s'améliorer. Là, la question que je te posais, c'était, tu sais, beaucoup plus, micro, parce que cette réponse-là, que je reçoive un cardiologue ou un coach ou donc enfin, peu importe la personne, va me parler de ces 4 films. Mais toi, en tant que cardiologue, par exemple, tu es en repas chez des amis, tu sais, dans la cuisine avec eux, un truc qui te tique, par exemple, ah bah tu utilises telle chose ou est-ce qu'il y a des choses comme ça Bah, en le tant sel, le sel, ouais, vraiment le sel? le sel, ouais. Moi, je mange OK. quasiment et quasiment pas de sel. Chez moi, souvent, je cherche où est le sel, je sais pas où il est. J'utilise pas du tout de sel. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que les gens mangent beaucoup trop salé. C'est marrant parce que moi de mon côté, tu vois, je diabolisais pas enfin, je dis pas que je le diabolisais, mais il y avait pas cet a priori sur le sel parce que
plutôt dans les aliments transformés, mais pas le sel que tu vas rajouter dans ton assiette si tu as si t'as une bonne alimentation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu fais attention, que tu manges par exemple de la viande saine, des légumes, et que pas de plats transformés, etc. Le fait de saler n'est pas grave pour moi. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais voilà, parce qu'en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois, on parle du sel sur des études qui sont plutôt épidémiologiques, et forcément, les personnes qui ont mangent salé, bah, ça va être dans des plats transformés, ça va être des personnes qui font pas forcément attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie, et on arrive forcément à des facteurs aggravés. Et si on veut contrôler des gens qui mangent pas de sel, bah, elles vont forcément faire attention à tout le reste. Donc j'ai du mal à chaque fois à comparer les deux groupes quand il n'y a pas juste le sel qui est pris en compte. Mais c'est quoi ton point de vue du coup là-dessus? Enfin, du coup, si toi c'est important pour toi, c'est quoi tes arguments sur ça? En théorie, le besoin en sel par jour, c'est 6 grammes par jour, par personne. En sel, du coup, en vrai sel, pas, on parle pas de sodium là, on parle de c'est vrai. De NaCl quoi, de sodium quoi, hein. C'est 6 grammes par jour, mais tout compris, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, et donc après ça dépend vraiment de ce que mangent les gens, en fait. Ouais, c'est Mais sûr que enfin, il comme y a tu le pas beaucoup disais, de si pathologies. C'est rare que tu tombes malade parce que tu manques de sel. tu manques Je n'en ai pas croisé beaucoup. Voilà, par contre des gens malades d'en manger trop, ça oui, il y en a plein. après ça dépend, ouais, sur une population, on va dire normale entre guillemets. C'est vrai que pour des sportifs d'endurance, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, ça peut être intéressant, je pense, de surveiller ces niveaux de sodium par tout ce qui est électrolyte, mais c'est vrai que ça sert à rien de mettre C'est de vraiment saler son plat à outrance, c'est vraiment en complément d'une activité, et ça concerne pas tout le monde, quoi. non, ça c'est vraiment une niche, sportive, d'endurance, de machin, lui c'est vraiment il a d'autres problématiques, puis il surveille, en général d'assez près. Mais, pour le tout venant, déjà ce qui est intéressant, c'est que les gens regardent, les contenances en sel de ce qu'ils mangent, en fait. De voir, quand on mange un paquet de biscuits apéro, bah, combien il y a de sel dedans. De regarder, voilà, les pâtes, le ci, le ça, et si on regarde les quantités de sel, on est vite étonné, de ce qu'il y en a, des sels cachés. On n'imaginait pas qu'il y avait du sel dans ça ou dans ça. C'est vrai, Et voilà, il y a des plats dont on sait qu'ils sont salés, enfin des plats ou des aliments comme la charcuterie, certains, fromages, bah, tout ce qui va être salaison, forcément. tout bon, évidemment tous les ultra transformés, tous les plats préparés, et ça c'est et au restaurant, c'est souvent assez salé aussi, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Forcément. Donc forcément, il va y en avoir facilement. Et Ça améliore globalement, l'appétence. plus tu vas manger brut, plus tu te préserves un peu de ça. Donc c'est peut-être même plus simple en soi de s'éloigner des choses transformées que de traquer son sel. Je pense que la finalité restera la même, du coup tu manges moins salé, mais c'est comme tu le disais, en fait, c'est le facteur de l'alimentation. Si tu fais vraiment attention à ça, naturellement tu vas manger moins salé, et tu t'y retrouveras dans ça, je pense. C'est ça? Déjà, si tu commences à t'interroger sur ce que tu consommes, quand tu vas commencer à regarder les étiquettes, que tu vas voir combien il y a de sel, combien il y a de sucre, et cetera, ça t'interpelle, et en théorie, si le sujet t'intéresse, et bah, tu vas comprendre de toi-même que ces aliments, ils sont pas bons pour toi. Ouais, parce que c'est bien de regarder l'étiquette, mais si c'est pour te dire, ah, c'est salé, et de manger quand même et rien changer, ça n'a aucun sens. Donc, faut vraiment, faut vraiment que ça ait du sens dans une démarche. Enfin, voilà, ça t'intéresse. Tu remarques qu'il y a beaucoup trop de sel dans ce produit. L'idée, c'est de trouver une alternative, quoi. Soit ne plus l'acheter, soit le manger, le préparer toi-même, soit changer. Enfin, si c'est des chips, tu vois, on mange plus de chips. Mais voilà, c'est mettre en place quelque chose derrière, et pas juste dire, ah, tiens, c'est salé, quoi. Mais Ok. bon, après ça, c'est à chacun de faire la démarche. Enfin, faudra toujours que ça vienne de soi pour que ça soit vraiment drivé et implémenté sur le long terme. Sinon, ça marche une semaine, ça marche sur les bonnes résolutions, ça marche un temps, mais tant que ça vient pas de façon de l'intérieur ou d'une motivation profonde, je te rejoins entièrement, ça fonctionnera pas, quoi. Euh, Est-ce que tu vois autre chose dans ton quotidien, mis à part le cholestérol, Le sport, l'hypertension, le sport, ouais? Non, 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 je parlais dans ton quotidien de cardio. Là, on a parlé de deux grosses pathologies qui sont pour bah, les plus grosses, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment être importantes pour le cœur? écoute, on a quand même parlé déjà de gros trucs, hein. Donc, ça a Enfin, il vraiment. y a rien de nouveau, hein. Il y a rien de nous? Bah non, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a rien de nouveau, mais pour autant, il y a quasiment personne, qui a une prise en charge nickel sur tous ces paramètres. Donc, il y a rien de nouveau, mais il y a beaucoup de travail. Et il faudrait faire quoi, du coup, en soi, pour améliorer un petit peu en tant que. Voilà, t'es un auditeur, t'entends ça, tu dis, ok, c'est vrai qu'il faut que je prenne, que je fasse attention à ça.
Euh, Première étape dépistage. Je pense que, par exemple, la tension, on peut se la prendre tout seul chez soi. Pas besoin d'un médecin, donc faudrait que les gens aient un tensiomètre et que tous les 6 mois, ils aient le réflexe de se prendre la tension. Ok. Voilà, et que s'il y a la moindre alerte, ils font de l'automesure sur 3 jours. Et si effectivement ça confirme l'hypertension, effectivement se poser des questions, est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans leur vie et qu'ils puissent expliquer quelque chose éventuellement de transitoire ou quoi, et puis sinon il faut traiter, hein. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous alerter, mais qu'on met sous le tapis? Je pense qu'il y a plein de choses dans notre quotidien où on se dit, ah là, je sens fort mon cœur battre souvent ces jours-ci, ou alors je suis essoufflé. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on normalise parce que, par exemple, essoufflé, la majorité des personnes qui font pas forcément de sport sont continuellement essoufflées, dès qu'ils montent des escaliers ou autre, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça à vraiment prendre en compte? Le problème des symptômes cardio, c'est qu'ils sont absolument pas spécifiques. Donc oui, un essoufflement, ça peut être le cœur, et puis ça peut être juste du déconditionnement à l'effort. Ça peut juste être le fait de jamais faire d'effort et d'être essoufflé au moindre effort. C'est quasiment impossible de distinguer la pathologie du symptôme fonctionnel juste sur un interrogatoire. Et c'est pareil pour quasiment tous les symptômes. Voilà, tu nous facilites la tâche, c'est cool. Voilà. Donc, il y a rien qui peut dire: «Non, ça c'est normal, ça c'est pas normal». L'idée, c'est de se dire: si on a un nouveau symptôme, on l'explore. Si c'est pas le cœur, c'est que c'est autre chose, et si on identifie que ce même symptôme revient à l'identique, c'est qu'a priori, c'est la même cause. Mais tout nouveau symptôme ou tout changement de symptôme, ça peut être un nouveau problème. Ouais, ouais. Et il n'y a pas forcément d'âge, faut pas qu'on se dise, oh, je suis jeune, c'est pas pour moi. Il y a ni âge ni sexe. Il y a pas de totem d'immunité. Très clair, très clair. Quand tu parlais de l'activité physique, c'est sorti assez spontanément quand je t'ai demandé ce que tu pouvais faire. C'est quoi le rôle vraiment de l'activité physique sur le cœur? Donc l'activité physique sur le cœur, ça va quand même améliorer toute la filière de passage, d'extraction de l'oxygène, au niveau des muscles. Donc ça va vraiment améliorer, le fonctionnement, global du corps. Au niveau du cœur, ça va, favoriser une légère, hypertrophie, un léger épaississement, une augmentation du tonus parasympathique, donc plutôt une légère baisse de la fréquence cardiaque, et une amélioration de la réserve. C'est-à-dire qu'on va être plutôt plus bas, mais on va être capable de générer un débit cardiaque plus important à l'effort, et donc de générer un effort physique plus important. Donc il y a quand même une vraie conséquence aussi dans le quotidien, dans ce qu'on est capable de faire, dans le confort. Et puis en termes de maladies cardiovasculaires pures, le sport, ça va améliorer la souplesse des vaisseaux. Ça va améliorer la stabilisation des plaques d'athérome, justement. Ça va éviter qu'elles fissurent, qu'elles grossissent. Ça va plutôt augmenter le bon cholestérol, le HDL, et diminuer le mauvais. Ça va diminuer l'inflammation globale du corps, donc ça va éviter aussi justement ce phénomène d'oxydation. Et du coup, on baisse la tension, on améliore le profil lipidique, on améliore la souplesse des vaisseaux, on améliore la puissance du cœur et son fonctionnement, sa réactivité, plus tous les effets bénéfiques sur le. Donc ça a un effet sur tous les organes, mais aussi au niveau psychique et stress, puisque le stress va directement engendrer de la tachycardie, des palpitations, qui elles-mêmes vont engendrer du stress. Donc il y a quand même un effet bénéfique de tout, et tous les gens qui font du sport le savent d'ailleurs. Ok, ok. Et plutôt, est-ce que tu as des recommandations sur un type d'effort? Est-ce que aller marcher, ça suffit? Est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite notion d'essoufflement pour qu'il y ait une adaptation, enfin une hormèse ou peu importe? Est-ce qu'il faut vraiment se donner à fond, avoir un cardio intense plusieurs fois par semaine? C'est quoi? Tu as des recos spéciales en fonction de ça? Alors les recommandations de l'OMS, c'est de faire 2 heures et demie de sport par semaine. Ouais, c'est Donc 150 plutôt minutes, c'est ça? Ouais, c'est réparti, ça. voilà, plutôt réparti en plusieurs séances. Ok. En fonction de l'intensité, on dit souvent soit 30 minutes d'intensité légère, genre marche, et plutôt 20 minutes d'intensité au moins modérée, c'est-à-dire qu'il faut être légèrement essoufflé. En général, on dit on peut parler, mais on peut plus chanter, Ouais, l'équivalent d'un comme du footing en zone footing, 2. voilà, vélo, etc. Et donc, il faut atteindre à peu près 2h30 sur plusieurs séances. Alors après, il y a sans arrêt des études qui disent que si on fait un peu moins, un peu plus de ci, de ça, bon, en gros, hein, après, faut savoir qu'on est tous différents, on est génétiquement différents, on va pas répondre pareil à la même séance de sport. On va pas avoir les mêmes évolutions, les mêmes adaptations pour une même séance. C'est comme ça, on est inégaux, on le sait, hein. Et mais l'idée, voilà, c'est quand même de persévérer et puis de faire comme un sport qu'on aime, parce que si on n'aime pas, ça va tenir le temps d'une bonne résolution et puis sur le long terme, ça tiendra pas.
Dans l'idéal, c'est quand même bien de coupler, ça je pense que tu sais mieux que moi, mais de coupler des exercices de renforcement musculaire et des exercices d'endurance, que de toute façon, il faut quand même avoir des muscles pour pouvoir faire de l'endurance. Parce que sinon, on est limité de toute façon musculairement au bout d'un moment. Donc c'est bien de faire tout. Puis après, de travailler aussi la souplesse, parce que sinon, on finit par être un peu... voilà, Ouais, c'est de la important posture. aussi Ok, de ouais, rester souple. ouais, tu résumes hein, globalement faire de l'activité, un mix des deux. C'est vrai que cumuler, comme tu le dis, la musculation et le cardio, au moins tu améliores chacun de tes pans, même dans ton quotidien, t'es plus à l'aise avec tout. Et l'OMS, c'est 105, enfin c'est 2h30 du coup. Et c'est vrai que même par rapport à ça, j'aurais tendance à donner plus d'activité physique, pas forcément de sport, mais en fonction des personnes, comme tu dis, c'est individuel. Mais quelqu'un, en fait, ce que je veux, c'est que si quelqu'un entend ce podcast, qui a un taf sédentaire, qui est de 8 heures sur sa chaise, quand il rentre, il va manger donc assis, il va regarder la télé assis, il va prendre la voiture, donc il est encore assis. On a à peu près 14 heures assis en moyenne sur la population par jour. Je pense que tu vois, et je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est si c'est juste de la marche ou quelque chose d'autre, vraiment marcher plus, enfin essayer de bouger le plus possible. Ce qui me semble que j'avais vu, c'est pour 6 heures de sédentarité, il faudrait 4 heures d'activité pour compenser les effets négatifs. Ça déjà c'est énorme, je pense que c'est difficilement, enfin c'est difficile à mettre en place dans un quotidien de faire 4 heures d'activité. Après, moi, c'est vrai que je suis pas hyper branchée études, temps, machin, parce que il y a des gens que ça peut vraiment décourager, parce que quand c'est totalement irréalisable, Ouais, c'est ça. des Mais fois, ça, l'idée, c'est voilà. de faire le plus possible que tu puisses, ou faire en tout cas un peu plus que ce que tu fais déjà si tu veux te challenger. Il y a quand même deux pans. Il y a ne pas être sédentaire, mais donc ça, on me dit, c'est limite se lever toutes les heures, quoi. C'est toutes les heures se lever, faire quelques pas ou quelques flexions, j'en sais rien. Et il y a faire du sport avec un niveau d'intensité qui est quand même un petit peu élevé. Donc ça, c'est deux paramètres différents. L'idée de pas être sédentaire, c'est évidemment tous les jours. Et le sport, ça va être plutôt plusieurs séances par semaine. Donc ça, c'est deux paramètres différents, mais qui sont indispensables les deux. Et après, l'idée pour moi, c'est très pratique, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose qu'on doit faire toute sa vie. Bah oui, il faut faire un sport qu'on aime. Et même s'il est un peu moins cardio, s'il est un peu moins ci, s'il est un peu moins ça, Complètement d'accord. tant pis, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous forcer à faire un truc que vous aimez pas. Donc, faites un truc que vous aimez, où vous avez envie de le faire, avec les gens avec qui vous avez envie de le faire. Et même si c'est pas 2h30, bah, c'est toujours mieux que rien. Et toujours, on s'y met, on fait quelque chose. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout sur la notion de plaisir. Ouais, ça doit vraiment être un plaisir, sinon ça tient pas. Alors le plaisir peut venir de la pratique, si au bout de, enfin tu te forces un petit peu, quelques semaines et que tu vois que Ouais, tu c'est ça. commences à avoir du plaisir, ça va. Mais ça sert à rien d'aller faire de la natation parce que tu as vu que c'était un sport complet alors que tu détestes la natation et que tu préfères être dehors, à courir, à faire du vélo ou être dans une salle. Voilà, choisir quelque chose qui te plaît et que tu sais que tu vas pouvoir faire longtemps. Maintenant, si t'aimes rien, peut-être falloir se forcer quand Voilà. même. Si t'aimes rien, va falloir se forcer, mais il faut peut-être se forcer stratégique, c'est-à-dire avec un truc qui est pas trop loin de chez soi, Ouais, pour voilà. éviter toutes les excuses de c'est trop loin, il y a des bouchons, j'ai la flemme, c'est fermé. Enfin, voilà. Non, faut être pratique aussi, c'est-à-dire faut faire en sorte que ce qui a été choisi, ce soit facile à faire quand même. Si déjà faut respecter 10 critères pour arriver à la séance de sport, bah, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle saute, quoi. Ouais, si tu te dis que tu te mets à la course à pied avec les bonnes résolutions, mais que tu te rends compte qu'en janvier il fait froid, il pleut, il neige, et que t'aimes pas tout ça, fallait peut-être Voilà. choisir autre chose, quoi. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que j'aime pas les chiffres parce qu'en fait, on est tous différents. On est tous une personne. Et les chiffres, quand on est une personne, ça apporte pas grand-chose parce qu'on va peut-être être dedans, on va peut-être pas être dedans. Enfin bon. L'idée pour moi, c'est de se dire le sport, c'est indispensable, ce n'est pas une option. Oui, il faut se forcer, mais c'est comme ça dans la vie, il faut se forcer. Par contre, on a le droit de choisir son sport, on a quand même une petite marge de manœuvre, mais il y aura rien de facile. Et comme tu le disais au début, ça va être dur. Enfin, il faut pas se faire un film, ça va être dur pendant quelques semaines, quelques mois, ça va être très dur. Mais on n'a rien sans rien en fait. Et c'est aussi gratifiant de passer cette étape, de voir que tu t'adaptes, que tu arrives à trouver une sorte de confort dans l'inconfort et au fur et à mesure prendre du plaisir. Je pense que c'est gratifiant et c'est des challenges qui, au-delà de faire du sport, peuvent être répercutables sur le reste de ta vie, quoi. Ouais, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, faut faire quelque chose. Et donc j'ai envie J'avais de une dire, peu question, importe les heures, les machins, on fait quelque chose. bouger, bon là-dessus, il faut bouger tout simplement, quoi. Euh,
J'avais une question sur le café. C'est quoi ton avis sur la consommation de café en tant que cardiologue? Forcément, Alors le café, ça va avoir un impact. sur les dernières études qui sont sorties sur le café, ça disait plutôt que le café, en raison de ses antioxydants, c'était plutôt bénéfique pour, le cœur et les vaisseaux. Mais que comme il y avait de la caféine, y compris dans les cafés décaféinés, il peut y avoir un tout petit peu de Ouais, caféine, forcément. et donc en fonction de la sensibilité à la caféine, tout un panel, hein, on est tous différents, des gens très sensibles, des gens peu sensibles. En gros, il était recommandé de ne pas en boire après-midi, parce que, on va avoir un effet de la caféine sur le sommeil et que donc les bénéfices antioxydants du café, ils étaient gâchés si ça empêche la personne de dormir et de se reposer. Ouais, forcément. C'est quelque chose que je recommande pas, du coup, ouais, le café. Et on a souvent des personnes qui disent, ouais, moi j'en bois, ça me fait pas d'effet, j'arrive à dormir. Mais en plus, le fait d'arriver à s'endormir, c'est pas seulement l'effet négatif, c'est si t'as le sommeil de qualité, et forcément toutes les phases, elles vont être impactées par la consommation de caféine l'après-midi. Mais en soi, sur la consommation, par exemple, le matin, si tu prends 4 cafés, si tu te réveilles avec un café, si tu prends de la caféine avant d'aller au sport, est-ce que c'est mauvais ou c'est pas grave Ils avaient d'augmenter l'air de dire que artificiellement? jusqu'à 3 4 tasses, s'il y avait pas d'hypertension très sévère non contrôlée, c'était, pas forcément, gênant. Ok, Après, si on a de l'hypertension sévère contrôlée, ce qu'il faut surtout faire, c'est se soigner. ok, ok. Donc, tu peux consommer du café, c'est pas mauvais, tant que ça n'impacte pas le sommeil et dans ce cas-là, pas l'après-midi. Tout ce qui est boisson énergétique, t'as le même avis là-dessus? C'est vrai. Donc pour que les gens comprennent ce que tu viens de faire, tu viens de faire une grande croix avec tes bras, Ouais. catégorique. Pourquoi? Alors moi, personnellement, je pense que c'est de la merde Ok. et j'arrive pas à comprendre à quel moment on a besoin d'une boisson énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as besoin d'une boisson énergétique, c'est que tu dors pas assez, je pense. Bah, c'est la même. Alors, je me fais l'avocat du diable volontairement, mais pourquoi t'as besoin d'un café? Bah, justement, il y a des Mais antioxydants je dans le pense café. pas que la plupart des gens se fassent couler un café le matin pour les antioxydants. Bah, voilà, bah, en tout cas, oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le café, l'effet négatif de la caféine est contrebalancé par les antioxydants. Donc du coup, si tu enlèves les antioxydants, tu que l'effet négatif. Ok. Donc, voilà, ok, je comprends ce que tu veux dire. Après, je connais pas la composition de toutes les boissons énergisantes, mais en plus, je Ouais, crois qu'il y a globalement, des c'est de la trucs caféine, dedans, quoi. il y a pas que de la caféine, quoi, hein. Ouais, ouais, là, mais je veux dire, globalement, c'est un shoot de Bah, c'est des caféine. Donc, excitants, on si sait tu que c'est parles. trop arythmogène, enfin, je ça perturbe le métabolisme, veille, sommeil, après je suis pas spécialiste de la boisson énergétique, mais je n'ai jamais rien lu qui disait que c'était bon pour la santé, en tout Je pense pas qu'il y ait de bienfaits positifs en soi pour la santé. C'était plutôt voir s'il y avait des gros effets négatifs, mais t'as l'air d'être vraiment catégorique. Et c'est vrai qu'en fait, l'utilisation est un peu décorrélée. C'est même plus parce que t'aimes bien le café ou autre, c'est tu vas la prendre à 15 heures parce que tu as envie de boire quelque chose. ouais. Et ouais, je te rejoins là-dessus. Effectivement, après, comme tu dis, la boisson énergétique, tu la prends rarement aussi au petit déjeuner, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu te dis pas de gazeux le matin, et du coup, tu vas la prendre l'après-midi, et dans ce Bah cas-là, oui. Donc, je pense qu'entre la composition, les heures de prise, la raison de la prise, globalement, voilà. Après le niveau de nocivité, je le connais pas, exactement, hein. Et je pense que comme toute boisson globalement, en gros, la meilleure boisson, c'est l'eau. Donc après, oui, le café, le thé, c'est je pense, il y a un peu de caféine, ou de théine, mais c'est quand même pas non plus des excitants, de fou et puis tu as des antioxydants dedans, et c'est une consommation souvent le matin, plutôt modérée. Après le reste, je connais pas toutes les boissons énergétiques, mais je vois pas trop, le corps, il est quand même fait pour fonctionner d'une certaine façon, si tu dérègles tout, enfin c'est en gros, c'est toujours la même idée, hein. et s'exposer au soleil le matin, derrière sa fenêtre, enfin à l'extérieur et pas dans sa maison, ça, c'est 100 fois plus puissant qu'un café pour se réveiller. En fait, la Ouais, lumière après faut naturelle vivre du dans un jour, endroit où il y a du soleil le matin. la lumière du jour, pas forcément le soleil, mais la lumière du jour, en fait, ton rythme circadien se cale forcément sur l'aube, sur l'aurore. Et le fait de t'exposer, faire comprendre 1 ou 2 minutes que voilà, tu es à ce moment-là de la journée, ça va vraiment décupler ton énergie. Mais j'invite les auditeurs à faire le test, au lieu de prendre un café par réflexe, de s'exposer dehors. Alors forcément, si t'as pas d'extérieur et qu'il faut descendre 3 étages, à aller dans la rue en plein Paris avec la pollution, et que c'est peut-être pas le meilleur chose à faire. Mais si ceux qui ont l'opportunité de l'essayer, d'essayer, et vous allez voir que ça fait vraiment
une différence. Amener le café peut-être plus tard dans la matinée pour monter son niveau d'énergie artificiellement avant une session de travail ou autre, pourquoi pas, tant que c'est plus dans l'après-midi. Mais voilà. Ok. Là-dessus, on a fait le tour sur le sport, sur le café. Tout à l'heure, tu disais que ça avait une grande importance de dépistage, mais également chez les adolescents. Tu peux déjà avoir des choses. En tant que parent, moi j'ai un enfant. Il y en a beaucoup qui écoutent et qui ont des enfants, parce que je parle aussi beaucoup à ce type de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adopter comme habitude pour prévenir? Tu parlais beaucoup de génétique, donc il y a ce qu'on leur donne par les gènes, vraiment la génétique pure, mais il y a aussi tout ce qui est épigénétique, donc tout ce qui va être ce qu'on fait dans notre quotidien, toutes les valeurs qu'on transmet, les habitudes qu'on transmet naturellement et qui deviennent en soi innées. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que parents et qu'on fait mal ou qu'on fait pas du tout pour améliorer les chances de bonne santé, on va dire, à l'avenir? Alors, déjà, je préciserai, moi, je suis que cardiologue, je suis pas pédiatre, donc j'ai Ouais, un avis qui peut être que le mien et ce sera pas forcément un avis scientifique, établi, validé, etc. ouais, ok, bien sûr. Déjà, pour ce qui concerne la génétique, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est de savoir ce que soit on a et ce qu'on pourrait transmettre à notre enfant. Déjà, c'est de faire nous le bilan. Avant Déjà, parce de, que, avant de parler bébé, du coup, déjà. bah, c'est-à-dire, si on a une hypercholestérolémie génétique, oui, on le dit au pédiatre et on voit s'il veut faire dépister l'enfant. Si déjà aucun des deux parents n'a d'hypercholestérolémie génétique, bon, on va pas non plus, voilà. Donc, il faut quand même savoir de quoi on parle et de quoi on a peur. Pareil, si on fait une écho-cœur et qu'elle est strictement normale, par exemple, il y a des anomalies comme une aorte dilatée ou certaines cardiopathies qui peuvent être génétiques, mais déjà, c'est rarement à l'âge enfant que ça va se déclarer ou que ça va être gênant. Mais voilà, si on a une raison, nous, d'avoir un problème génétique, on en parle au pédiatre, on dit, nous, on a telle pathologie, on sait qu'elle peut être génétique, qu'est-ce qu'on propose pour l'enfant? L'idée, ça va pas aller de commencer à chercher un problème génétique chez l'enfant si nous, on va bien. Et ensuite, pour tout ce qui est hygiène de vie, c'est les mêmes règles de base que les adultes. Avoir un bon sommeil et habituer l'enfant à prendre les bonnes dispositions pour avoir un bon sommeil. Comme on dit, se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, éviter les écrans avant de s'endormir, le petit rituel du coucher, enfin voilà, toute la chambre fraîche, aérée. Enfin, donc ces règles-là, elles sont valables chez l'enfant et chez l'adulte. Oui. C'est les mêmes. Et donc, comme toute habitude, plus on apprend tôt, plus c'est facile ensuite. Et pour l'alimentation, d'autant plus pour son enfant, il faut bien manger. Donc il faut lui apporter un repas, équilibré, varié, avec tous les nutriments dont il a besoin. Évidemment pas d'ultra transformés, pas de trucs méga sucrés. Attention à tous les sucres cachés, les céréales, les machins, enfin les pièges sont partout. Il y a beaucoup de choses très, très sucrées proposées aux enfants, forcément ça marche bien. Aux adultes, on va leur proposer beaucoup de salé, aux enfants beaucoup de sucré. Mais c'est facile, mais il faut faire attention, quoi. Faut faire attention parce qu'ils vont s'habituer à manger sucré, quoi. C'est C'est ça, c'est normal, les hein. habitudes qui vont s'ancrer au lieu de leur montrer les bons réflexes. Et c'est vrai qu'on entend souvent, alors bon, le mien, il n'y a pas encore cet âge, mais bon, c'est un ado, il peut manger ce qu'il veut, de toute façon, il va tout éliminer. Mais pour moi, c'est vraiment pas l'idée de dire ça, parce que naturellement, prendre le pli de manger ce qu'on veut sans faire attention, déjà, tu te diriges facilement vers une alimentation ultra transformée. Et ça devient des réflexes que tu gardes en tant qu'adulte, qui sont difficiles à enlever, qui vont créer des comportements qui sont vraiment difficiles à effacer. Et pareil, tu disais quelque chose de super important, c'est se coucher à heure fixe et se lever à heure régulière. Et c'est vrai que les enfants, ils ont tendance à se lever pour l'école, peu importe l'âge, à une certaine heure, et le week-end, dormir beaucoup plus longtemps, se coucher plus tard, parce que on sait qu'on va pas les réveiller le lendemain, donc c'est pas grave s'ils restent un peu plus avec nous en soirée. Mais en fait, 2 jours par semaine, il va y avoir un décalage de 2, 3 heures sur le rythme enfin, de l'enfant. Et ça, on le voit de toute façon que ne pas avoir un rythme, ça cause énormément d'effets négatifs sur tout le reste, sur la concentration, sur l'énergie. Et ça, c'est comme s'il se prenait un jet lag tous les week-ends et que le lundi, boum, il doit être à l'école, conscient, Ça. énergique, quoi. Je pense que tu as tout dit sur le rythme. Je suis totalement d'accord. Et de toute façon, on le voit bien nous-mêmes
adulte, alors qu'on est censé avoir un peu plus de réserve que quand on casse le rythme, voilà, on est cassé. Donc les enfants, c'est souvent pire. Ensuite, pour ce que tu disais, l'ado, il peut machin. Alors, je suis pas pédiatre, donc je pourrais pas te dire exactement les conséquences précises, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'obésité chez l'enfant et chez l'adolescent, et ça, c'est pas du tout anecdotique. Et qu'ensuite, les habitudes qu'on prend enfant, on les garde adultes. Et donc ça va être tout le problème. Si on a été habitué à manger des mauvais aliments, à s'habituer au sucre, à l'alimentation facile, à pas cuisiner, à pas chercher les légumes, etc., c'est rare qu'on... Ou alors on peut s'y mettre, entre guillemets, dans la douleur, comme on dit, adulte. Mais quand c'est fait enfant, c'est tellement plus simple. C'est ça. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, l'obésité qui grandit vraiment fortement chez les enfants, chez les ados, pour moi, c'est vraiment alarmant parce que euh, ça, alors, je prends le risque de le dire, mais c'est vraiment de la responsabilité des parents. Il n'y a pas de Sinon, maladie, il n'y a pas de ah, c'est pas de sa faute. Si, oui. c'est le cadre qu'on lui donne. Forcément, c'est nous qui faisons les courses, c'est nous qui faisons à manger, c'est nous qui lui disons de jouer à la play au lieu d'aller faire un sport le mercredi. Enfin, tout vient de là et il n'y a rien de jouer d'avance, surtout quand t'es enfant, quoi. Et c'est affolant, je trouve, de se dire, ouais, c'est pas grave. Enfin, quand tu vois les enfants en surpoids, pour moi, c'est vraiment affolant et qu'il n'y ait pas de prise de conscience des parents de leur rôle, parce que c'est vraiment faire du mal à son enfant que de le laisser comme ça, quoi. En fait, c'est exactement ça. Je vois pas de qui ça pourrait être la responsabilité si ce n'est des parents. Et il faut savoir que quand on est obèse, heu, avant ses 15 ans, c'est hyper compliqué de guérir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une modification des cellules métaboliques, du tissu graisseux qui est aussi un tissu hormonal, et c'est vraiment un dysfonctionnement, une inflammation qui vont rester ensuite et qui vont, auto-entretenir ce processus. Donc c'est dramatique, oui, c'est Et puis même vraiment pas ni à banaliser, les cellules ni à graisseuses, excuser. une fois que tu les perds, même si arrivé à l'âge adulte, la personne prend en main les choses, perd du poids, en fait, les cellules graisseuses ne disparaissent pas, elles se Oui. vident. Et bah, c'est beaucoup plus facile après par la suite de reprendre du poids. Et comme tu le dis, en fait, déjà, c'est des habitudes. Et au-delà de la partie, on va dire, santé, il y a aussi toute la partie mentale, parce que être en surpoids jeune, c'est bien à la maison, on a pas l'impression, mais l'enfant, je pense qu'il y a le regard, c'est difficile, même s'il le dit pas, même le regard des autres, les jugements, etc. Et, euh, et c'est vrai, il y a vraiment, sur toutes les dimensions, c'est négatif, quoi. Ça, voilà, je suis pas spécialisée ni de l'enfant, ni de l'obésité, ni rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qu'on donne aussi aux enfants, qui vont la traîner tout leur âge adulte avec tout le lot de retentissement psychologique, cardiovasculaire, articulaire. Ils vont avoir du mal à se mettre au sport. Alors maintenant, il y a des nouveaux traitements, mais néanmoins, voilà, ça va quand même être une vie gâchée, quand même un peu, par une pathologie qui était évitable, en respectant des règles d'hygiène de vie qui sont assez basiques. Ok. Ouais, non, mais clairement, clairement là-dessus, même, tu le dis, t'es pas spécialisé d'enfants ou autre, mais c'est quand même des choses qu'on voit et il y a de la Honnêtement, logique. je pense que c'est du bon sens. Voilà, la logique est assez naturelle là-dessus. Il y a pas, il y a pas, il y a de place au doute. Est-ce que tu as des recommandations pour ceux qui nous écoutent, des choses à changer? Par exemple, si on se dit, OK, c'est vrai que là, après tout ce que j'entends dans l'épisode, faut peut-être que je fasse quelque chose, mais par où commencer? Est-ce que je commence par le sport? Est-ce que je commence par l'alimentation? Est-ce que je commence par essayer de faire... C'est quoi ta reco initiale, le premier levier à actionner qui peut être vraiment accessible et qui ne demande pas trop de contraintes? Ça serait quoi tes Alors, recos? ça, je pense que c'est quand même très personnel et ça relève plus du coaching que vraiment du côté médical, parce que je crois pas qu'il y ait d'études pour dire il faut commencer par ci ou par ça. Ou... Déjà, j'ai envie de dire, ce qui serait bien, c'est de faire son propre audit, Ouais, c'est-à-dire faire se poser sur une feuille pour se connaître en fait. Savoir comment je dors, parce qu'en fait, souvent, déjà, les gens, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. ok, Donc, en fait, déjà, je dirais prendre conscience de à quoi ressemble notre vie, quoi. À quelle heure je me couche, dans quelles circonstances, à quelle heure je me lève, combien de temps je dors, est-ce que j'ai l'air fatiguée ou pas, est-ce que c'est ce qu'il me faut. Et ensuite, pour la nourriture, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a d'ultra transformé, qu'est-ce qui pourrait être trop salé, est-ce que la quantité est bonne, est-ce que l'équilibre est bon, enfin, essayer de se poser des questions déjà sur ce qu'on fait. Et ensuite, soi-même peut-être aller pointer des choses qui nous semblent,
qui nous semblent pas correctes. Et puis y aller par petites touches. Mais après, tout est différent. C'est comme l'arrêt du tabac. Il y a des gens, du jour au lendemain, ils vont dire j'arrête, ils touchent plus du tout. Puis il y a des gens, ils vont essayer toutes les méthodes possibles, ils vont arrêter, rechuter, revenir, repartir. Je pense pas qu'il y ait une façon mieux que l'autre. On est tous différents, faut trouver celle qui nous va. Par contre, je pense que se connaître, savoir à quoi ressemble notre vie, prendre conscience que peut-être on dort mal, que peut-être on mange mal, que peut-être on est sédentaire alors qu'on était persuadé que parce qu'on faisait un footing par semaine, on l'était pas, et qu'on croyait qu'on faisait du sport parce que justement on fait un footing par semaine et que les copains ils le font pas, mais qu'en fait oui c'est mieux, mais c'est encore loin d'être l'objectif à atteindre. C'est pas mal en fait. Et puis ce que je conseille quand même à presque tout le monde, c'est d'aller voir un psychologue. C'est justement de se poser sur sa vie, de comprendre d'où on vient, d'où viennent nos émotions, pourquoi certaines de nos émotions elles nous font manger alors qu'on n'a pas faim, pourquoi certaines émotions elles nous poussent à des comportements à risque. Pourquoi, effectivement, quand on a un coup de mou, on a envie de tout sauf de faire du sport, et finalement, si on se force, et ben en fait, on revient, on a le sourire. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses, et tout est lié en fait, et on est tous différents. Voilà, mais je pense qu'avoir un soutien psychologique, que ce soit un soutien ou une aide à la compréhension, au mode d'emploi de son propre corps, c'est hyper important. Ok, mais c'est super intéressant ta réponse. On me l'avait jamais faite. Et c'est vrai que cette introspection, déjà cette analyse, se mettre devant les yeux, parce que on se dit des fois, bah, ça va, je mange bien ou autre, mais noter ce que tu manges pendant une semaine, noter comment tu te réveilles, ton humeur, et à la fin de la semaine ou 2, 3 jours, enfin, se lire et constater en fait par soi-même qu'il y a des choses qui vont pas, c'est vraiment puissant. Surtout que tu fais l'effort de noter. Bon, après, si on se C'est voit la ça. face, ça, c'est différent. Et le fait de comprendre aussi son fonctionnement, d'essayer de se développer un peu sur l'aspect. Alors, je parle pas de développement perso un peu bullshit ou autre, mais essayer de comprendre vraiment ses sensations, pourquoi on réagit de telle façon à tel événement. Et de mieux se comprendre, ça aide forcément à mieux se développer. Donc, super intéressant Pour moi, comme tout est ensemble. Et puis, il faut savoir quand même qu'en tant que cardiologue, on voit quand même énormément de gens qui viennent avec des symptômes réels qui sont liés à des stress aigus. Aigus, mais dont ils n'ont pas forcément la connaissance de pourquoi ils sont stressés. Souvent, les gens me disent, il y a ci, il y a ça. Je dis, bah, ça ressemble quand même beaucoup à du stress ou à des crises d'angoisse. Ils me disent: «Mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant je comprends pas». Mais il faut savoir que notre corps, il nous parle sans que forcément, notre cerveau, il ait compris l'émotion qui se joue derrière ou qu'est-ce qui a fait écho en nous. Et donc c'est pour ça que même moi, en tant que cardiologue, l'effet, psychologique des gens, je l'ai tous les jours dans mon cabinet, en fait. Et donc c'est pas anecdotique, c'est majeur. Donc, les études nous montrent aussi que le stress, ça entretient l'inflammation, ça favorise les facteurs de risque cardiovasculaires et donc tous les facteurs de risque et les pathologies cardiovasculaires en chronique et puis en aigu, parce que sur une émotion intense, eh ben, on va pouvoir monter sa tension, monter sa fréquence cardiaque. Avec des décharges d'adrénaline, on peut faire des arythmies cardiaques aussi. Donc, il y a quand même un effet aigu aussi très important. C'est pas du tout anecdotique le stress. Et l'idée quand même, c'est faire un peu entre guillemets, son introspection, mais c'est pas facile de faire tout seul. C'est pour ça, je pense que aussi les psychologues existent. Et après, il y a plein de méthodes. Je suis pas spécialiste de la chose, mais se dire, je prends du temps pour moi, pour me comprendre, pour comprendre ce que je ressens, pourquoi je fais certaines choses, pourquoi certaines situations me provoquent certaines émotions. Et les émotions, ouais, comme on dit, elles vont nous faire un comportement qui va pas forcément être le comportement qui nous fait du bien. Donc, plutôt que de faire des choses sans comprendre qui on est, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous va, déjà commencer à se comprendre, en fait. Et si tu commences à te dire: «Je vais m'intéresser à moi», je pense que tu as la clé, en fait. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, soit comme tu l'as dit, soit aller voir enfin, quelqu'un, un expert. T'as l'air d'avoir pas mal creusé le sujet. T'as fait des lectures? T'as peut-être des lectures à recommander un peu sur ça ou pas du tout? Non, je vais voir un psy. Ok, mais Hem, vraiment bonne reco du non, coup. j'ai pas de lecture, mais j'ai pu, du coup, constater, l'effet d'une psychothérapie, d'un psychologue, l'effet sur le cerveau, en confrontant ça aussi à ce que j'ai appris, à la fac sur la psychiatrie, en psychologie.
Moi, j'ai appris beaucoup la cardio de façon organes, pathologie, un peu mécanique et de plus en plus, les gens, quand même nous demandent des réponses à des questions. On se rend compte que tous les organes sont liés, et que le système nerveux et particulièrement sur le cœur, a un rôle primordial. Le système nerveux est quand même, directement relié au stress, à tout ce qui est cognitif donc je pense que traiter le problème à moitié, on n'arrivera jamais à un bon résultat, en fait et moi, en tant que médecin, je pense qu'il faut une prise en charge globale pour que les gens aillent bien et que le travail, investi, que ce soit en traitement, en examen complémentaire, si on veut un vrai résultat, il faut une prise en charge globale. Faut tout checker, en fait, pas juste un bout. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à faire euh, une séparation entre le corps et l'esprit. Mais c'est vraiment dans nos civilisations vraiment occidentales, quoi. Parce que dans tout le reste des populations, que ce soit en Orient ou même en Asie ou autre, les deux sont liés, quoi. Il n'y en a pas un qui fonctionne sans l'autre. On peut pas prendre soin du corps sans prendre soin de son esprit. Il y a C'est vraiment des vrai. synergies entre les deux mondes. Et nous, justement, on appelle ça deux mondes différents, quoi. Et du coup, c'est hyper important. Et comme tu l'as dit, ça peut fonctionner. Tu peux faire du sport et t'améliorer, mais il y aura toujours des choses mises sous le tapis qui, au bout d'un moment, vont un peu te saboter ou faire en sorte que tu adoptes des mauvais comportements. Donc, vraiment, vraiment bien comme reco. Je suis content que tu l'aies faite parce qu'on l'avait jamais faite et ça permet de mettre ça. Voilà, c'est quelque chose de personnel, hein. Je vais pas te sortir une étude qui dit mais après c'est pareil, quelle étude irait évaluer, le retentissement d'un suivi psychologique? Tu vois? Le problème, c'est que c'est pas adapté aussi à ce type d'évaluation, en fait. Ouais, c'est compliqué de suivre des personnes uniquement sur ce pan. Faudrait Voilà, des personnes qui aient tous les mêmes traumatismes entre guillemets, tous les mêmes comportements déviants entre guillemets. Mais du coup, ça ressort aussi. Enfin, personne ne le sait à l'avance, donc ça reste compliqué à voilà, suivre. donc il y a ça, mais faut savoir quand même par contre, en cardio comme toutes les autres organes, on parle beaucoup de problèmes d'observance, de problèmes de déni, de problèmes D'observance. d'observance, de prendre les traitements qu'on prescrit. Ok, ok, ok. Les gens les prennent pas forcément, ou ils sont dans le déni soit de leur pathologie, soit finalement, ils minimisent ou, ils veulent bien prendre un traitement mais pas toute la vie ou pas plus que 3 molécules ou il y a plein de choses en fait qui sont vraiment du domaine du psychique, de la façon dont les gens intègrent. C'est-à-dire que nous, on peut donner une conduite à tenir et prescrire des traitements. Si les gens ne les prennent pas, ça ne sert à rien. Ouais. Ouais. Et donc en Mais fait, c'est vraiment c'est vrai ça. Mais il y a même des gens qui ont peur de faire des examens par peur de trouver quelque chose. Mais je tout à trouve ça fait. ahurissant parce que de toute façon, s'il y a quelque chose, qu'on le trouve ou non, vaut mieux le trouver en soi, hein, parce que si tu t'en aperçois dans 5 ans, dans 10 ans, justement, parce que tu vas faire ton AVC, je pense que tu aurais bien aimé le savoir avant. C'est ça. Mais ça, c'est l'esprit humain. Et il y a pas ça nécessite, du temps, de la discussion, il y a de l'affect, il y a plein de choses et ça, c'est une dimension essentielle parce que finalement, si tu as donné les traitements et qu'ils sont pas pris, globalement, tu as servi à rien. Donc il faut vraiment, avoir une prise en charge globale et je pense qu'il faut pas nier la sensibilité des gens, leurs connaissances, leurs croyances. Je pense que c'est important, de discuter, d'essayer de trouver le levier qui marche chez eux et ça, c'est de la psychologie, en fait. Mais c'est vrai. Et en parlant de l'observance, je me posais la question il y a quelque temps sur la vitamine D, qui est quelque chose qui est hyper important à Ouais. avoir, surtout bah, là en ce moment, en période hivernale, automnale, même début de printemps, parce qu'on n'est pas beaucoup exposé au soleil. Mais on sait maintenant, grâce aux études, ça c'est vraiment, on peut l'analyser et le savoir, c'est que vaut mieux en prendre tous les jours qu'une maxi-dose une fois dans l'année. Mais comme bah, j'avais pas ce terme, mais à cause de ça, de l'observance, du fait que les personnes ne prennent pas leur traitement, bah, on préfère prescrire une maxi-dose, une unidose, même si on sait que c'est moins bien, que ça peut même causer des effets un peu négatifs sur une surcharge enfin, des récepteurs, etc. Mais on préfère quand même faire ça, parce que ça sera toujours mieux que quelqu'un qui prend deux gélules pendant 2 jours et après c'est tout, quoi. Oui, effectivement, c'est très vrai. Après, moi, je vais te dire, moi, ma vitamine D, je la prends en ampoule, parce qu'il y a aussi un moment, tu as la charge mentale, tu as 150 000 trucs de charge mentale. Il faut trouver le compromis entre, ce qui doit être fait, ce qui peut être fait autrement, ce qui peut être fait entre 2, entre Ouais. le bien, le parfait et le pas du tout parce que, pas intégrable dans ta vie, en fait. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est fait, c'est mieux que parfait. Donc là-dessus, on s'entend. Voilà.
Et donc, moi, je sais qu'il y a des traitements, par exemple, des fois, on a le choix entre un traitement en une prise, en deux prises. Moi, personnellement, quasiment tout le temps, je vais favoriser le traitement en une prise. Parce que tu Parce te que connais et tu sais que tu vas statistiquement, l'oublier et que tu sais. bah, moi, je vais pas l'oublier, mais je sais que Oui, oui. statistiquement, le patient a plus de chances d'en oublier s'il y a 2 fois plus de cachets. C'est logique. Et ensuite, je leur demande des fois s'il y a le choix, même si par exemple il y a, par exemple une préférence pour le matin ou le soir, ou le soir ou le matin, mais je demande toujours au patient: «Est-ce que pour vous, ça fait une grande différence?» Parce que si le patient il me dit: «Bah non, mais moi le matin, il y a trop de trucs, je vais jamais y penser», bah, je préfère lui mettre le soir, même si c'est un peu moins efficace, plutôt qu'il l'oublie un jour sur 2. Ouais. Donc Ouais, il y a ou vraiment l'inverse, si le soir il est jamais chez lui, que c'est un truc à prendre en mangeant ou autre, vaut mieux le Il y a prendre. vraiment toute cette intégration dans la vie, dans le quotidien. On a tous, une charge mentale importante. Je pense que ça contribue aussi à notre stress et donc il y a des gens, ils vont être stressés en se disant: «J'ai oublié ma vitamine D, ça fait une semaine que je l'ai pas pris». Ça va générer du stress aussi. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à prendre ton ampoule et être tranquille? Je sais pas. Alors tu auras forcément une étude qui va te dire que machin, OK, mais tu as une vitro, tu as une vivo, tu as la vraie vie, voilà, je pense que c'est important aussi d'être indulgent. Moi, je suis indulgente avec mes patients. Quand ils font pas ce que je leur dis, je me dis pas: «C'est un con», quoi. Je me dis juste, non, mais voilà, je me dis: «Ben, déjà, si tu penses ça, le patient te dira jamais la vérité». Ouais, il pense que tu es au Déjà, mauvais tu seras à endroit côté de si la tu penses plaque. ça et que tu essayes justement d'avoir Il va jamais t'avouer. un impact positif. Voilà, donc je pense que c'est important que les gens, ils puissent se confier vraiment, que tu arrives à les accompagner sans les juger et à trouver le meilleur compromis pour eux. Et après, moi, il y a des gens, ils me disent, ils ont fait un infarctus, mais ils me disent: «Moi, je veux pas prendre plus que 2 cachets», sauf que sur la liste, il y en a 5. Et ben, je leur dis: «Écoutez, vous augmentez votre risque de récidive et de décès». Ils disent: «Oui, d'accord». Je dis: «Bon, mais vu que c'est votre choix, pas de souci, si vous devez en prendre que 2, ben, je vous conseille celui-là en 1, celui-là en 2». Puis je dis: «Si jamais vous êtes motivé, en 3, en 4, voilà». Je dis: «C'est à chacun de faire ses choix aussi». Moi, on n'est pas là pour prendre des décisions à la place des gens. On est là, par contre, pour les informer, avec les données de la science actuelles qui changent, chaque année et leur cas qui peut aussi évoluer. Parce que le patient, bah, l'année d'après, il aura peut-être une pathologie en plus ou au contraire, il aura changé son hygiène de vie, il aura perdu 15 kilos et puis, il aura plus d'hypertension, donc faut vraiment réévaluer les choses en permanence en fonction, de, l'avis du patient, de son état de santé, de l'état de la science. Et puis essayer de faire le compromis. OK, OK, très clair. Mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Là-dessus, à travers le podcast, j'essaye de donner voilà, ce qui est optimal. Après, c'est vrai qu'il y a une adaptation. C'est comme, je prends une analogie directe avec mon métier. Enfin, il y a le programme de sport qui est optimisé. Et il y a aussi celui qui est optimal. Donc, ça veut dire ce qui est le mieux à faire selon toi, ton quotidien, ton emploi du temps, si tu as 3 enfants, si tu es célibataire. Enfin, tout ça, ça s'adapte. Et vaut mieux faire des choses un peu moins optimisées, mais que tu vas réussir à garder, à tenir, chercher à faire le mieux partout, et au final, au bout de 2 semaines, tout envoyer en l'air parce que c'est trop compliqué. Donc, tu fais bien de le rappeler. C'est vraiment important aussi de voir un peu son interindividualité et de jauger par rapport à ça. J'aimerais bien finir avec toi sur une série de 10 questions sur lesquelles tu peux répondre uniquement par oui ou par non, rapidement. Il n'y a pas On va essayer. de. Tu dois faire un choix. Si tu veux, à la fin des 10 questions, revenir sur une en particulier parce que tu as quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci, mais là, je te demande de faire un choix. Ok? Bon, je vais essayer parce que moi, les réponses fermées, c'est rarement mon truc. Alors vas-y, essaye. J'ai bien compris ça, ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un infractus en se sentant en bonne santé? Oui, Est-ce que faire du sport, ça peut donner une fausse impression de protection cardiaque? oui, Est-ce que le taux de masse grasse est directement corrélé à tout ce qui est maladie cardiaque? je crois que oui. Est-ce que s'asseoir 8 heures par jour, c'est dangereux même si on fait du sport? Arrêtez. C'est un facteur de risque. Est-ce que le stress peut être aussi nocif que le tabac pour le cœur? Je peux pas comparer, je pense pas qu'on puisse, étudier, le stress versus le tabac. Mais Ok, les 2 sont mauvais, oui. ok. Est-ce que le cholestérol alimentaire, c'est vraiment le principal coupable BAP2, du taux de cholestérol? 30%. Alors, on en a parlé pendant l'épisode. L'idée, c'est de synthétiser là. Il y a des choses qu'on a évoquées, En fait, effectivement. j'aime pas les faux raccourcis parce que des fois, les gens ne vont retenir que ça
Et alors qu'en fait, sorti du contexte, etc., ça ne veut plus rien dire. Donc c'est pour ça que j'aime pas. OK, mais dans ce cas-là, tu fais bien de préciser au moins, et ça te colle pas une image que tu pas envie d'avoir non plus, donc fais c f là-dessus, tu es libre, il y a aucun souci de mon côté. Est-ce qu'un sportif peut avoir un souci cardiaque silencieux? Enfin, tu fais du sport et tu as quand même malgré tout 0 symptômes et des soucis cardiaques? Oui, OK. Marcher tous les jours, c'est mieux qu'avoir un gros entraînement une fois par semaine? c'est pas pareil. Et est-ce qu'on peut influencer positivement, notre santé cardiaque grâce à son mode de vie? Oui. OK. Est-ce qu'on en fait tous pas assez? OK, très clair, très clair. Il y a peut-être, 1 ou 2 phrases sur lesquelles tu veux revenir pour donner un peu plus de contexte? Moi, c'est vrai que personnellement, vraiment, s'il y avait que des choses très simples, parce que je pense qu'il faut donner des informations très simples et très concrètes à comprendre. C'est pour ça, après, si les gens veulent s'informer sur le pourquoi du comment du cholestérol, et cetera, mais c'est des infos tellement précises que limite, il vaut mieux faire vraiment un sujet que sur ça, Ouais, que je trouve que donner quelques grandes lignes, les gens vont tout emmêler, mélanger et à la fin, ils ont rien retenu et c'est la panique souvent. Donc moi, je dirais simple, on dort, on mange, on fait du sport, on voit un psy ou en tout cas, on prend en charge son stress et sa santé mentale. Juste ça, c'est simple et c'est énorme. très bien. Très bien, et ben, on va retenir ça. De toute façon, c'était, le cœur de l'épisode. On n'a pas arrêté de tourner autour de ces recommandations. Donc, je pense qu'on a bien compris et voilà, il faut l'intégrer. Il suffit maintenant de le prendre en compte. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Si on veut te retrouver, tu préfères qu'on le fasse où? Sur Instagram? Est-ce que Sur, tu as d'autres ouais, canaux, sur Docteur du Cœur, Docteur du Docteur Cœur? point Je du mettrai cœur. le lien en description. Pas d'autres endroits, c'est principalement sur Insta, c'est ça? Oui, 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 sur Insta. OK, très clair. Et ben, écoute, je mettrai le lien de ton profil Instagram dans la discussion. Donc ceux qui ont aimé la conversation, qui ont appris des choses, bah, vous pouvez, aller suivre Virginie. Et si vous avez pas aimé, je veux pas de haters. Pas de haters, non. Là, il y a qu'une volonté d'apporter du positif, et des informations positives, donc ça sert à rien de se servir de cette énergie pour aller la détourner et rendre du négatif. Donc ça, c'est vraiment inutile. On peut aller s'abonner à Virginie, aller, consulter son contenu qui est vraiment, cool et abordable. Enfin, justement, tu vas pas dans l'hyper spécificité, donc c'est vraiment cool. Le lien de ton profil sera en description. Ça marche. Merci d'avoir pris le temps, et on Merci se dit à beaucoup. bientôt, Virginie. À bientôt. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, tu peux laisser un j'aime. N'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que t'as vraiment appris ou ce en quoi l'épisode t'a aidé. Comme évoqué à la fin de l'épisode, tu peux retrouver Virginie sur Instagram, je te mets le lien dans la description. Et en ce qui me concerne, tu peux également me retrouver sur Insta, je te mets le lien de mon profil dans la même description. Tu vas retrouver principalement des tips sur le sport, sur la nutrition, sur la façon d'implémenter des nouvelles habitudes dans ton quotidien, sur comment améliorer tes performances, sur comment te remettre au sport, comment améliorer ton alimentation. C'est hyper actionnable. N'hésite pas à aller t'abonner. Si tu as besoin qu'on regarde ensemble ce que tu fais dans ton quotidien, d'avoir un point de vue extérieur sur ce que tu as mis en place, sur ce qui coince, sur ce que tu as du mal à améliorer. Je te mets aussi le lien de mon agenda dans la description. Tu peux réserver ta consultation offerte. Ça permettra de faire un peu le point sur là où tu en es, sur là où tu veux aller, de t'expliquer un peu comment tu pourrais t'améliorer, potentiellement comment je pourrais t'aider à mettre des nouvelles choses en place. Donc n'hésite pas à réserver ta consultation, c'est là pour ça. Je me ferai un vrai plaisir de t'apporter des tips, des astuces et de creuser de manière un peu plus personnelle tes objectifs et ta progression. Cela étant dit, je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et on se retrouve lundi pour un prochain épisode.